Bonsoir à tous et merci à cet instant précis de la soirée et d'ailleurs tous les jours de choisir la télévision Shekina TVS. C'est l'heure de la principale édition d'information du soir. Au sommet de ce journal, Alain Mwanza, un compatriote résident au quartier PK6 est mal en point. Il traîne depuis 2 ans une tumeur buccale. Au fil du temps, il perd progressivement l'usage de ses membres. Toujours dans la commune d'Ovendo, on parle d'expropriation chez une dame. Un député de la République est à l'origine de ce scandale. Toujours au sommet de ce journal, la capitale gabonaise, on parlera de l'insécurité grandissante dans nos quartiers. Les développements dans quelques instants. Nous le disons tout à l'heure, au quartier PK6, dans la commune de Libreville, un compatriote Alain Mwanza souffre d'une tumeur buccale depuis 2 ans. Sa vie est véritablement en danger et au fil du temps, il perd progressivement l'usage de ses membres. Reportage. Le Gabon, pays pourtant riche au regard de son sous-sol, c'est à peine à croire, nous sommes ici au point kilométrique 6, un bidonville de Libreville. Nous sommes invités à rendre visite à un compatriote, la quarantaine révolue. La visite n'est pas du tout aisée. L'homme souffre en effet depuis 2015 d'une tumeur buccale à son domicile. Il ne doit son salut qu'à l'une de ses sœurs qui, de temps à autre, lui porte secours. Elle aussi est sans ressources financières. Le traitement de cette pathologie nécessitant d'énormes moyens, Alain Mwanza, c'est son nom, est affaibli, rongé par la maladie. Il peine d'ailleurs à se nourrir. Les services sociaux ne semblent pas s'intéresser à son cas, bien qu'immatriculé la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Quoi de plus normal que de s'occuper de ces personnes vulnérables? Mais hélas, au fil du temps, Alain Mwanza perd progressivement l'usage de ses membres. Les dents se désintègrent l'une après l'autre de ses racines. Impossible pour lui de s'alimenter. Une situation préoccupante qui dure depuis 2 ans. Je suis allé d'abord à l'hôpital général. À l'hôpital général, on me fait comprendre que ça ne se passe pas ici. Je suis allé, après on m'a envoyé à l'hôpital de Bendo. Là-bas, on m'a un peu cessé, on me dit non. On va essayer un peu de se aller. Ça n'allait pas. On m'a encore envoyé au l'hôpital militaire. Là-bas, j'ai fait 8 jours. J'ai passé le premier janvier là-bas. J'ai fait 8 jours là-bas. 8 jours là-bas. J'ai dit non. C'est là qu'ils m'ont encore envoyé à manger là-bas. Des images qui parlent d'elles-mêmes et qui devraient susciter à l'endroit de ceux-là qui pensent que tout au Gabon va pour le mieux et pourquoi pas quelques bonnes volontés, des élans de solidarité pour que ce compatriote puisse définitivement sortir de cette impasse mortelle. Vraiment, il demande de l'aide. Il n'y a personne, il est abandonné à lui-même. Il n'arrive pas à manger. Bientôt 2 ans qu'il souffre de cette tumeur. Des examens sur examens. Sa petite sœur a beau faire seule, elle ne peut pas une seule main. Donc vraiment, elle n'a plus de moyens. Donc ce que nous voulons là, c'est de l'aide. Que le chef de l'État, les membres du gouvernement, Madame Sylvia Bongo, la première dame, vraiment, les églises, vraiment, les gens de bonne foi, de venir à son aide, vraiment, pour qu'il puisse faire une opération chirurgicale, parce qu'il a la tumeur buccale. Et il doit encore à l'hôpital là-bas en Ngondje 2 mois. Qui ne sont pas payés. On a encore demandé les bons d'examen à faire. Donc vraiment, venez à son aide, mes frères et sœurs. Vivre est un droit le plus absolu et ne pas y participer à la survie de son compatriote est un crime. Veuillez contacter la personne concernée au numéro suivant 06 82 57 71 07 31 76 92. Et par rapport à ce cas, Alain Mwanza, demandons de l'aide aux autorités de la République. Sur un tout autre plan, l'insécurité galopante dans la capitale gabonaise en dépit d'un dispositif policier présent à tout pour le chemin sur les artères principales et même secondaires de la capitale gabonaise. Ce phénomène est mal résorbé par les pouvoirs publics. Retour sur ces phénomènes dans les quartiers de la capitale gabonaise avec Inès Kongabombo. L'insécurité galopante sévit à Libreville et ses environs. Un phénomène qui prend des proportions inquiétantes et c'est le bas peuple qui paie les frais, tel qu'au quartier Montalier, où l'insécurité serait due
au manque d'éclairage public sur la principale voie de communication de la population résidente qui aujourd'hui est sans voix, au regard de la sourde d'oreille manifestée par les autorités compétentes qui n'attendent que les joutes électorales pour se souvenir de leurs potentiels électeurs avec des promesses qui ne sont pas tenues. Comment ces populations pourront-elles croire aux promesses qui sont encore faites? En matière du courant, vraiment c'est une désolation. Pourquoi désolation? Parce que la population de Montalet semble être oubliée, marginalisée. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, quand il y a les événements, avant l'électorat, on vient voir les gens. Pendant l'électorat, ou bien après, on n'en pense plus à la population. Pourquoi c'est bizarre? Je crois qu'à l'avenir, les gens prendront bonne conscience et vont passer à la nuit. Quand il n'y a pas de lumière dans le noir, vous êtes vraiment à la merci des bandits. Hein? Tu peux marcher, tu te dis que bon, je suis seul, rien ne peut m'arriver, mais subitement, quelqu'un qui sort de l'ombre, il te fait, il t'agresse. Ça ne fait pas longtemps, on avait une soeur là, elle était folle. On l'a agressée là, on l'a tuée dans le noir, et pourtant les gens étaient là. Mais puisque c'est dans le noir, c'est le matin, on retrouve un corps qui visait au sol. Vraiment, c'est désolé. Les populations des quartiers sous-intégrés sollicitent des pouvoirs publics qu'ils lancent un appel d'offres afin d'avoir une autre société d'énergie qui viendra concurrencer la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour que le travail soit fait avec efficacité et que le problème de distribution d'électricité soit réglé jusqu'aux confins du pays. Insalubrité galopante ou alors insécurité galopante dans la capitale gabonaise. Pendant ce temps, au sud de la capitale gabonaise, plus exactement dans la commune d'Ovendo, c'est une dame qui est en larmes et pour motif, elle est victime d'une expropriation à grande échelle orchestrée par un député de la place et elle ne demande qu'une chose, à être rétablie dans ses droits. Reportage. On ne parlerait jamais assez du phénomène lié à l'expropriation des biens d'autrui. Cette problématique gangrène la société gabonaise, jour après jour, encore présente dans nos mémoires, la descente au palais de justice de Libreville des habitants de Marseille 2, menacés eux aussi d'expropriation par un sulfureux homme d'affaires. L'inquiétude est grande chez les populations moins nanties, la peur de se faire happer par cette machine qui est mise en place par des réseaux mafieux. Au quartier à Lenakiri, dans la commune d'Ovendo, c'est une autre compatriote qui en paye au prix fort de ses sacrifices, car malmené sur ses propres installations par un pseudo-acquéreur du site, l'homme userait de son influence dans la sphère politique pour saper les décisions prises en amont par les juridictions compétentes. J'ai effectué ces travaux-là depuis 2004, pendant pratiquement 3 ans. J'ai eu des problèmes de santé, j'étais obligé d'abandonner le chantier. Je suis allé à la maison. C'est après mon retour que je trouve l'ami Laurent a érigé un bâtiment, un hangar qui était même un refuge, qui était devenu un refuge des fumeurs de chanvre. Les fumeurs de chanvre, je pensais même que c'était pour les pêcheurs. Les pêcheurs venaient parce que nous ne sommes pas loin d'un débarcadère. Et à ma grande surprise, pendant 3 mois, je cherchais qui a érigé la bicoque. À ma grande surprise, lorsque je démonte des planches, c'est M. Yami Laurent, député de la Kénie, qui se présente comme quoi la cabane est pour lui. La cabane est pour vous, monsieur. Comment vous pouvez acheter un terrain sur lequel il y a une maison et il y a les poteaux de limitation? Oh non, c'est quelqu'un qui m'a vendu sous prétexte que c'est un terrain familial. La personne a des problèmes avec ses frères. Donc le frère, pour punir la sœur, était obligé de vendre la déventure. Et ça, c'est la déventure. Monsieur Yami ne connaît même pas le nombre de mètres carrés de cette parcelle. Même lorsque nous sommes allés au tribunal, on lui a demandé combien mesure votre terrain, il ne connaît même pas. Mais il vient s'accaparer, il a dit que j'aille me plaindre là où je veux. Il est de Haut-Ogoué, il est député d'Akieni. Sur 1376 mètres carrés de superficie, aujourd'hui, la malheureuse bénéficie à peine du quart de cette surface. L'homme à palabre a tout simplement détruit l'investissement entamé par Dame Joséphine Bendom, ce malgré la présentation d'une attestation de cession d'un terrain rural situé à Lenakiri. Une querelle qui a été introduite au tribunal de Libreville, lequel s'était déjà prononcé sur la question en exigeant une maudite somme de 750 000 francs CFA à la propriétaire du site à titre de dédommagement.
Sieur Laurent Yami est revenu de plus belle à la charge. Cette fois-ci, en érigeant une clôture, l'homme profite actuellement de l'accalmie pour effectuer grandement ses travaux qui, sans nul doute, risquent de guère prospérer, car la justice a ses méthodes que d'aucuns font fi de les mettre en pratique. Sans moyen de résistance dû à son rang social, Joséphine Bendombangoua, expropriée par un député de la place, ne demande qu'une seule chose, que justice soit faite ou que lumière soit faite sur cette question et lance par la même occasion un appel à l'endroit du chef de l'État. Nous l'écoutons. Éducation à présent, l'organisation des examens de fin d'année des cycles primaires et secondaires marque ainsi la fin de l'année scolaire 2016-2017, un moment de rétrospection et avant d'envisager l'année scolaire 2017-2018. C'est le regard de la rédaction de la télévision Chekina. Fini l'année scolaire 2016-2017, place à l'année 2017-2018, une période de transition qui soulève une double réflexion, d'abord celle relative au bilan de l'année précédente, notamment son déroulement. Ensuite, c'est un moment bien désigné pour envisager l'année qui commence dans 3 mois, à savoir l'année scolaire 2017-2018. En effet, c'est avec difficulté que l'année scolaire 2016-2017 s'est achevée. Elle a été, comme de nombreux autres auparavant, marquée par une sévère grève à la demande des confédérations syndicales du secteur éducation, dont certaines sont restées radicales, allant jusqu'à boycotter les examens de fin d'année. Même les mesures gouvernementales de suspension d'activité de certaines n'ont pas suffi à faire plier le cas de Simon Donzo et les siens de la CONACYCED. Le Sénat de Fridolin Vemessa, l'autre confédération syndicale, tout en assouplissant sa radicalisation, a fini par reprendre le bâton de la grève, faute de n'avoir rien obtenu de concret venant du gouvernement. L'année scolaire 2016-2017 s'est donc achevée dans un climat de colère et de promesses de résolution des difficultés qui prennent en otage l'éducation au Gabon, des difficultés à la fois pécuniaires et transversales. Il reste à savoir si les 3 mois de vacances suffiront au gouvernement pour les résoudre. D'aucuns estiment que cela relève de l'impossibilité, donc objectivement l'année scolaire 2017-2018 pourrait être logée dans des conditions similaires que la précédente, c'est-à-dire sous les auspices de la grève, car une grève peut en cacher une autre lorsque les conditions de sortie de celle-ci sont inefficaces ou ne sont pas proposées. En examinant le contexte, le gouvernement semble n'avoir rien proposé pour éviter une année scolaire 2017-2018 tumultueuse,
tant les revendications dans le secteur restent entières. Et les mesures gouvernementales visant à suspendre les activités des centrales syndicales, notamment la CONACYCED, agissent jusque-là préventivement, donc ne constituent aucune solution. Ce secteur, clé de voûte d'une nation, a besoin de politiques curatives. Nous restons toujours dans le volet éducation suite à la procédure engagée par le ministère de l'Éducation nationale. Certains enseignants de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED sont traduits en conseil de discipline pour des motifs non justifiés. Et pour la CONACYCED, il y a son secrétaire général, lui Patrick Mombo. Cette décision n'est pas la bienvenue, nous l'écoutons. Très honnêtement, nous sommes surpris par l'acharnement des autorités du ministère de l'Éducation nationale. Alors que le 8 mai, une liste circulait signée du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui parlait de traduire un certain nombre d'agents en conseil de discipline. Depuis le 24 juillet, c'est une autre décision qui émane cette fois-ci du gouverneur de la province de l'Estuaire. Et lorsque nous convoquons les textes, parce que nous sommes légalistes, la loi 8/91, en son article 136, tout fonctionnaire ne peut être traduit en conseil de discipline que par décision du ministre, du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou consulaire sous l'autorité duquel il se trouve en service. Or, de toutes ces autorités, nous nous trouvons en service sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a qu'à interroger l'histoire. En 2011, il y a eu un conseil de discipline organisé au ministère de l'Éducation nationale. Ça avait été convoqué par M. Séraphin Mondonga, à l'époque, ministre de l'Éducation nationale. Et les conseils de discipline se sont déroulés à l'Éducation nationale. Donc cette fois-ci, lorsqu'on parle du gouverneur, le gouverneur ne nous gère pas directement. Et nous sommes à Libreville, tous les enseignants qui ont été convoqués en conseil de discipline. Donc c'est le ministre responsable qui doit appeler à la tenue du conseil de discipline. Donc le ministre de l'Éducation nationale, M. Séraphin Mondonga, et les conseils de discipline, selon la loi, doivent se dérouler au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a également un autre problème, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la décision qui nous traduit en conseil de discipline, nous n'avons vu aucun document nous prouvant que cette décision avait été enregistrée. Parce que la décision doit être enregistrée 45 jours au plus tôt avant la tenue du conseil de discipline. Donc, une fois la décision enregistrée, selon l'article 136, 45 jours plus tard, on peut tenir le conseil de discipline. Et on dénote dans la composition de ce dossier des irrégularités graves. On ne retrouve pas le rapport détaillé des faits, ainsi que toutes les pièces qui s'y rapportent. On ne retrouve pas la fiche portant sur la carrière du fonctionnaire. Nous devons avoir chacun de nous dans son dossier la fiche qui retrace notre carrière, donc du début de notre carrière jusqu'à maintenant. On ne retrouve pas le relevé des notes et les antécédents disciplinaires. Est-ce qu'avant d'être traduit en conseil de discipline, nous avons fait l'objet, par exemple, d'une demande d'explication, d'un avertissement, d'un blâme, parce que le conseil de discipline appelle forcément à des sanctions majeures. Or, on n'est même pas passé d'abord par les sanctions mineures, qu'on arrive déjà à la tenue du conseil de discipline. On ne retrouve pas dans le procès verbal de notification d'avoir à prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de ses notes et à se présenter devant le conseil de discipline au lieu, jour et heure fixés par l'intéressé. Or, les premiers conseils de discipline sont censés se dérouler le 1er août en ce qui concerne les enseignants du primaire. Si les décisions sont signées le 25 juillet et que tous les enseignants sont déjà en vacances, parce qu'il faut d'abord tenir compte aussi de cette donne, les enseignants sont en vacances, beaucoup ont déjà voyagé. À quel moment va-t-on joindre ces enseignants? Parce qu'il faudrait que, entre la date de notification signifie que l'enseignant a pris connaissance de son dossier, il l'a déchargé. Il faudrait au moins 8 jours avant la réunion de la tenue du conseil de discipline. Or, il se trouve que nous sommes en période de vacances. À quel moment ces enseignants rentreront-ils en possession de leur dossier? Et est-ce que les délais de 8 jours au moins vont-ils être respectés? Et nous notons également que le conseil de discipline, c'est lorsque vous avez commis une faute professionnelle. Or, il se trouve que le fait reproché aux enseignants, c'est d'avoir été en grève. Or, la grève est une activité syndicale. Et la grève est reconnue par les textes nationaux. La loi 8/91 en son article 21, la loi 18/92 qui définit la grève en son article 18 et qualifie de grève tout arrêt concerté et collectif du travail, tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Donc,
Si on est absent à son poste de travail parce qu'on est en grève, c'est une absence justifiée. Donc on ne peut pas assimiler la grève à une absence injustifiée, à un abandon de poste. Ce n'est pas une faute professionnelle. Et lorsqu'on mène une activité syndicale, dès lors que l'exercice du droit syndical, le droit de grève est reconnu dans notre pays, nous ne devons pas faire l'objet des sanctions parce que c'est interdit par les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, notamment la Convention 87, la Convention 98, la Convention 135 et 158, parce que nous savons qu'en filigrane, ce que ces autorités visent, c'est la radiation de ces enseignants qui sont traduits en conseil de discipline. Donc, à ce niveau-là, le Gabon, une nouvelle fois, viole les conventions de l'OIT. Or, nous nous rappelons que le ministre du Travail, répondant à l'interdiction des activités de la CONACESED, parlait de l'attachement du gouvernement aux idéaux de l'OIT, notamment la Convention 87 et 98. Donc, les conseils de discipline actuels ne se justifient pas, sinon, ce n'est qu'un acharnement contre la CONACESED et ses membres. Et si le délit est la grève, il faudrait que tous les enseignants qui ont observé la grève puissent être traduits en conseil de discipline, en commençant par les 807 plus 19 enseignants. On ne doit pas cibler un certain nombre d'enseignants qui doivent passer en conseil de discipline. À partir de cet instant-là, il y a une violation de l'article 9 du Code de déontologie de la fonction publique, c'est-à-dire, cet article 9 dispose « L'administration est neutre et ne doit exercer aucun traitement discriminatoire vis-à-vis de ses agents en raison des considérations subjectives. » Or, nous comprenons ici qu'il s'agisse des suspensions de soldes pour lesquelles nous n'avons pas été notifiés, qu'il s'agisse de la traduction en conseil de discipline ou des menaces de radiation. Pour la plupart des enseignants qui sont concernés, ce sont les enseignants membres de la CONACESED. Donc, ça veut dire que ce sont des sanctions ciblées contre la CONACESED et ses membres. Et à partir de cet instant, nous nous opposons à la tenue des 10 conseils de discipline. Nous restons toujours sur ce volet et dans le même élan, un membre de la CONACESED, enseignant par ailleurs, demande au ministère de l'Éducation nationale de revenir à des meilleurs sentiments au regard du contexte actuel. Nous l'écoutons toujours au micro de Frem Biogezo. Mais il faut que les gens soient capables de faire la part des choses. Lorsqu'on est promu à un poste de responsabilité au nom de la République, on ne parle plus famille. On ne parle plus ethnie, on ne parle que Gabon. Le problème qui se pose à l'éducation nationale, c'est que chaque fois qu'un ministre arrive, il y a comme une confusion de la charge émotionnelle et naturellement les problèmes corporatistes qui sont malheureusement des problèmes qui ne sauraient souffrir de quelque affinité, de quelque relation affinitaire. Nous n'avons pas de problème particulier avec le ministre actuel. Nous n'avons pas de problème particulier avec le ministre actuel. Nous exprimons notre étonnement. Les problèmes qui sont là sont les problèmes qui procèdent du droit, qui ne sont pas les problèmes de Moussavou. Ce sont des problèmes qu'on soumet à un ministre. À ce ministre-là, qui lui appartient à une équipe gouvernementale, de porter ces problèmes-là à qui de droit. Alors, quel est donc ce problème qui fait que cette affaire qui consiste à vouloir mettre les problèmes des enseignants sous les teignoirs et à penser qu'on peut les taire en allant parler en langue dans les couloirs. Et quand ça ne réussit pas, ce message-là ne réussit pas, dans les couloirs, on sort les gonds, on montre qu'on est plus fort. Je voudrais très sincèrement, très calmement, respectueusement aussi, lui demander de se raviser. Il y a nombreux qui sont passés par là. Ils sont partis. Moussavou finira par partir. Mais ce qui est déplorable ici, c'est que plutôt que de régler les problèmes, parce que nous, la tendance, on suppose qu'il a été affecté, commis, nommé à ce poste au ministère de l'Éducation nationale pour régler les problèmes des enseignants. Cette confusion de genre nous surprend, nous étonne. Et c'est ce contre lequel nous déclamons. Et nous voudrions vous dire, aussi longtemps que les problèmes ne seront pas réglés, c'est peine perdue, c'est inutile de penser, de se mettre dans la tête qu'en bâillonnant les uns et les autres, nous allons nous décourager et renoncer à notre combat. Au contraire, vous emprisonnez,
vous suspendez les salaires, vous radicalisez la position des uns et des autres. Ça, rassurez-vous. Allez dissoudre les syndicats, continuez de le faire. Mais nous ne reculerons pas, parce que ce pays ne vous appartient pas. Méconnaissance, oubli ou ignorance, nul ne sait, mais il est évident aujourd'hui qu'ils sont nombreux ces compatriotes qui méconnaissent l'histoire sociopolitique du Gabon, une réalité qui va à une vitesse exponentielle si rien n'est fait. Les précisions dans ce reportage avec Inès Kungamambo qui a posé quelques questions simples. L'on déplore de jour en jour la méconnaissance de l'histoire du Gabon par une certaine catégorie de personnes qui, semble-t-il, même les questions concernant les personnalités politiques ou encore celles liées à la culture générale laissent à désirer, quand on sait que la culture générale est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Parfois, ce qui était censé rester se volatilise aussi. Alors, dans quel registre doit-on mettre cette frange de la population? Pour les adultes, quel exemple laissons-nous à notre progéniture? Pour des questions diverses, voici ce qui ressort. Quel est le nom du président du Sénat? Ah là, lui, le président du Sénat actuel, là, je ne connais pas. Direct, bon, là, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Direct. S'il y a ceux-là qui peuvent encore essuyer la honte des prédécesseurs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont minoritaires. Les Gabonais devraient s'intéresser de plus en plus à l'histoire de leur pays, partant du plan politique, économique et social, et pourquoi pas culturel, quand on sait que la voie orale est le mode de transmission des valeurs culturelles de notre pays. L'actualité hors de nos frontières au cours de cette édition d'information est essentiellement française et au sud-est de ce pays, des feux de brousse ravagent des hectares de végétation depuis plusieurs jours, mais des feux en passe d'être maîtrisés par les pompiers. Un reportage de nos confrères de France 24. Un départ de feu toutes les 10 minutes au plus fort de la crise. Cette semaine, les pompiers ont dû lutter contre une dizaine d'incendies virulents et quasi concomitants. Une semaine de crise majeure. Le bilan humain aurait pu être très lourd. Jusqu'à 6000 pompiers ont été engagés sur les opérations. Grâce à eux et aux évacuations, aucune victime n'est à déplorer, mais une trentaine de pompiers ont été légèrement blessés au feu. C'est dans un volant de blessures légères, presque bénignes. Et j'avoue que je suis très content de ce bilan parce qu'on ne s'en sort pas si souvent avec un bilan aussi positif. Le bilan environnemental est en revanche beaucoup plus lourd. En témoignent ces vues aériennes des collines de Bigoulia en Haute-Corse. Des terres noires et des arbres calcinés. Et cela un peu partout dans le sud-est. 1850 hectares brûlés à Artigues dans le Var, 1800 à Bigoulia en Corse, 1450 à Bormes-les-Mimosas. Ces 4 derniers jours, 7350 hectares ont brûlé, contre 12 000 pour toute l'année 2016. Avec des conséquences écologiques parfois dramatiques, comme dans cette forêt littorale protégée, où 500 hectares de pins parasols ont été détruits. Des sujets qui ont 20, 30, 40, 50 ans, voire 60 ans sur certains arbres, qui reviendront ou nous reviendront peut-être jamais dans le futur. Les origines de ces sinistres à répétition sont pour la plupart encore inconnues. À ce stade, aucune piste criminelle n'est avérée. Mais dans les Bouches-du-Rhône, 3 personnes sont gardées à vue. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans des départs de feu.
Nous restons toujours en France et le président français Emmanuel Macron annonce des mesures concernant l'immigration. Pour Emmanuel Macron, le président français, des rencontres seront organisées en terre africaine avec de potentiels demandeurs d'asile. Un reportage toujours de nos confrères de France 24. Aller au-devant des migrants avant même qu'ils ne tentent une périlleuse traversée de la Méditerranée. C'est le projet annoncé aujourd'hui par le président de la République. Je souhaite que l'Union européenne, mais à tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain, sur le sol africain, dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions. Le président a évoqué la création à terme de centres d'examen au Tchad, au Niger et même en Libye. Un pays qui accueille sur son sol entre 800 000 et 1 million de personnes dans ses camps de réfugiés. La Libye est aujourd'hui un pays sans État, livré à des milices rivales et à des trafics en tout genre. Est-il vraiment réaliste d'y envoyer des agents de l'État français pour examiner des demandes d'asile ? Il s'agit dans l'immédiat de faire cela où cela peut avoir lieu au vu des conditions de stabilité et donc plus probablement dans l'immédiat dans des pays frontaliers de la Libye qui sont sur ces routes migratoires. Ce soir, l'Élysée reconnaît qu'ouvrir un centre d'examen en Libye n'est pas possible dans l'immédiat. La France enverra fin août une mission de faisabilité. Avant de nous dire au revoir, voici à présent la rubrique Expression libre. La question vous a été posée par Somme, Eyang Bissou et Jean-Luc Bouroubou, à savoir à combien s'élève la population gabonaise. Selon la publication de la population gabonaise de 2016, la population gabonaise s'élève à 1 919 671. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.